Hein? Qu'est-ce que c'est? Ah, vous êtes là. Eh bien, puisque vous êtes là, et puis puisque je suis réveillé, on va peut-être pouvoir passer un petit moment ensemble en faisant la review de l'épisode 712. Hein. Moi, qu'est-ce que vous voulez, hein? Bon, c'est une bonne idée, non? Alors, ça tombe bien parce que j'ai mon petit papier, j'ai mon cosplay, j'ai tout. Alors, bon, que demande le peuple? Donc, 712, l'épisode 712 de One Piece, qui était en quelque sorte la reprise du chapitre... Non mais attendez, vous avez vu mon cosplay quand même, hein? Non parce que là je commence tranquille, mais attendez, vous avez vu le travail quand même, hein? Non mais, je me coupe moi-même, mais non quand même, hein? Bon, on va se calmer. Mais bref, l'épisode 712, hein, on est bien d'accord. Donc, c'était un petit peu un crossover entre le chapitre 772 et le début du 773. Alors. Plusieurs choses à dire sur cet épisode, mais déjà, bon, dans les grandes lignes, c'était un bon épisode, mais qui m'a surpris parce que il y avait des choix qui ont été faits, certaines manières de représenter certains personnages ou certains moments du chapitre, et ces choix ont été plus ou moins bons. C'est ce que je vais aborder donc dans ma review de l'épisode 712. Je vais y arriver. Donc premièrement, on va y aller point par point et je vais suivre l'ordre chronologique de l'épisode. Alors, point par point donc. Premièrement, on voit Gladius qui effectue Punk Rock ou Punk Fest, je ne sais plus vraiment. Punk Rock, je crois. Mais bref, là, il y a une chose à dire quand même, c'est que les animations des ballons, enfin du sol qui est en train d'éclater comme un ballon, ne sont pas très belles quand même, hein. On va pas se mentir. C'est limite, tu vois, ils ont pris une image et ils l'agrandissent. Et les carreaux, le carrelage qu'ils mettent sur la terre, parce que ici c'est de la terre qui explose, enfin qui éclate, ils le font que le faire bouger en fait. Donc c'est moche, je veux dire, c'est de la mode. Là en fait, sur cet épisode, on était clairement revenu sur un niveau d'animation un petit peu moindre quand même, faut quand même l'avouer. Hein. Mais quand l'animation n'est pas au rendez-vous, ça ne veut pas dire que le scénario et l'histoire ne vont pas être bien. Non, au contraire, même, il ne reste que ça. Et dans cet épisode, franchement, ce qui est raconté, c'est pas très bien dessiné, mais franchement, ce qui est raconté est bien raconté. Alors, nous allons voir ça. Donc voilà, rien d'autre à dire sur l'attaque de Gladius, si ce n'est que quand ça explose, c'est vraiment chouette. C'est vraiment pas mal. Alors ensuite, nous passons sur la relation entre, en fait, un petit peu les Zoro et Sanji de cet épisode, hein, finalement. Puis même un peu les Zoro et Sanji de Dressrosa, parce qu'il y en a un qui a les cheveux verts, l'autre qui a les cheveux jaunes. Bon. Ça se ressemble beaucoup, donc bon. Les deux ont une relation très similaire entre deux, très similaire à celle de Sanji et Zoro. Et dans l'animé, la dispute qu'ils ont juste après que Cavendish est entré dans la barrière de Barto, elle est vachement développée cette dispute, et là il commence à s'insulter tous les noms. Enfin bon, il y en a un qui, alors Barto, il est d'une hypocrisie, c'est hallucinant quand même. Enfin le gars, le mec il est comme ça, non moi j'ai pas envie de t'ouvrir, puis après, quoi, tu veux que je le rouvre? Bah oui, c'est un combat Bartholoméo, vous allez pas vous cacher derrière votre barrière, enfin je sais pas. Enfin bref, ça c'était très drôle. T'as, franchement, Cavendish il fait encore plus peur en mode vénère, comme ça, rouge avec, comme ça. Voilà, attention. Hein. Bon, qu'il fait encore plus peur qu'en mode Akuba, je trouve. Enfin bon, en tout cas, c'était un moment très drôle de l'épisode. Et vraiment, la mauvaise foi de Bartholoméo, mais c'est hallucinant, enfin, sur ce coup-là. Et puis, c'est génial ensuite quand il sort de la barrière, Cavendish, Bartholoméo se met à lui tirer la langue, mais le gamin, quoi, mais ça, c'est drôle, ça, c'est très drôle. Donc voilà. Donc, c'est bien. Ensuite, on a Bartholoméo qui sauve Robin in extremis en activant une barrière juste devant elle, alors que Gladius avait projeté des espèces de billes explosives, enfin de billes éclatantes, en direction de Robin. Alors, bon, on connaît l'épisode, on connaît la scène, on l'a tous lu dans le manga, mais là, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont rajouté plein de petites scènes pour en faire des tonnes, si vous voulez, pour en faire des tonnes. Je vais prendre mon épée parce que ça fait partie de mon cosplay. Donc pour en faire des tonnes au niveau de la réaction de Bartholoméo, bien sûr. Alors là, toutes les photos de Robin, on a l'impression qu'il les a toutes découpées d'un magazine et qu'ils... enfin bon, voilà quoi. Donc le fanboy, voilà.
et surtout les barrières qui sont en mode high five comme ça, ouais comme ça, donc c'était vraiment très très drôle ça. Tu sens vraiment toute la puissance de son émotion à ce moment-là. Et c'est drôle, c'est bien fait, bonne idée, bon choix de la part de l'animation. Ensuite, en fait dans le même temps, ensuite Barto active une attaque assez spéciale, c'est-à-dire il prend sa barrière et puis il fonce comme un taré. Sans vraiment se poser la question devant s'il y a des ennemis ou des alliés en fait. Et c'est vraiment un Bartholomew un peu berserk qu'on a là parce que il a des yeux rouges en forme de... On dirait un démon le gars. Il a sa langue qui fait comme ça, qui fourche, enfin vraiment, on dirait vraiment un démon. Donc là c'est vraiment hilarant ce passage là. Donc excellent développement de la part de l'animation, franchement là rien à dire, c'est vraiment des bonnes idées. Ensuite on passe au combat entre Hideo et Dellinger. Alors, comment dire, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, bon, ce qui est bien, c'est qu'ils ont développé ce combat. Encore une fois, dans le manga, on voyait en un seul panneau, en une seule page, je veux dire, on voyait très vite Hideo qui disait « Ouais, moi je vais mourir, enfin, je vais perdre, mais au moins, je vais te retenir jusqu'à ce que les autres puissent... » Enfin bref, vous avez compris. Et en gros, c'était un peu une sorte de sacrifice, bon. Mais là, il y a un petit peu de combat qu'on voit, auquel on assiste, un petit peu plus de combat, et notamment quelque chose qu'on avait vu dans le manga, mais là, qu'on nous montre de manière beaucoup plus détaillée. C'est la façon dont, en fait, Hideo étend son bras pour attraper Dellinger. Alors là, par contre, j'ai quelque chose à dire. Dans le manga, quand j'ai lu la première fois ce passage, eh bien, moi j'avais l'impression que effectivement, ah d'accord, Hideo c'est un long bras, il peut mettre son bras comme as, et du coup, quand il sort, enfin je sais pas, il peut étendre son bras et retendre son bras et le détendre très violemment, comme un peu le Gear 4 de Luffy, et du coup, bon bah ça fait... C'est peut-être pas ça qui fait les explosions dans ses coups de poing, mais au moins ça montre, encore une fois, ça montre une de ses spécificités, enfin pourquoi il est spécifiquement un guerrier boxeur en fait, bon. Alors d'accord, mais il y a quand même un problème. Un long bras, on a vu à peu près la longueur des bras des longs bras. C'est genre 3 avant-bras. Enfin, ils ont ils ont un bras là et un autre bras. Ils ont une excroissance, comme s'ils avaient 2 articulations finalement. Mais le problème, c'est que là, on a vu la longueur du bras d'Hideo, c'est un truc de taré. C'est genre, il a au moins 10 mètres de bras devant lui. Et on n'a jamais vu un long bras faire ça. Or, dans l'animé, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu imaginé finalement ce que pouvait être le pouvoir de Hideo. Finalement j'ai l'impression qu'ils se sont dit oh c'est pas forcément un long bras, c'est peut-être juste un mec qui a un bras extensible, bon. Et effectivement quand on le voit attraper Dellinger, il a un bras extrêmement long et quand il lâche le bras de Dellinger, eh ben, son bras se remet tel un élastique en place. Vous voyez ça fait jgonk comme ça. Et c'est très bizarre parce que les longs bras on n'a jamais vu qu'ils avaient des bras élastiques, qu'ils avaient des articulations qui se remettaient en place tout de suite avec les épaules comme ça au-dessus de la tête. Donc c'est vraiment très bizarre. En tout cas, même si c'est bizarre, ça reste très badass, ça reste stylé. Franchement, le coup du ouais, moi je t'attrape avec mon super bras supersonique, c'est super. Mais bon, ça manque un peu de logique pour moi. Mais bref, c'est pas très grave non plus. Donc, Hideo finit un peu dans la merde, franchement il est un petit peu humilié, il se fait kicker par Dellinger et on voit son corps d'une manière très dramatique sombrer dans l'abysse, enfin sombrer dans le Dressrosa, hein. Et surtout, il y a quand même quelque chose à dire, c'est qu'ils ont développé pas vraiment la force de Hideo, mais surtout sa manière de tanker les attaques. C'est vrai que Hideo, il m'a impressionné sur ce coup-ci, c'est vrai qu'on le voit, tu vois, encaisser les attaques de Dellinger et se mettre en garde et donner malheureusement un coup qui n'a servi à rien parce que Dellinger l'a esquivé, enfin disons qu'il n'était pas très bien visé ce coup-là, mais en tout cas, bon, ça nous a montré que Hideo était vraiment un guerrier très endurant et capable de tanker assez durement, donc ça c'est une bonne chose pour son personnage. Et enfin, Dellinger qui révèle sa nature un petit peu sanguinaire et surtout sa nature d'homme-poisson. Alors pour préciser, Dellinger ce n'est pas un homme-poisson, c'est je crois, un hybride entre un homme-poisson et un humain. Et l'homme-poisson, le type d'homme-poisson qu'il était en fait, je crois que je dis pas de conneries, c'est un homme-poisson combattant, les poissons combattants de l'arène, le Dressrosa, du Colosseum, du Colisée. Donc en fait, Dellinger il a un quart de poisson combattant dans son corps, enfin je crois, dans ses gènes. Et ce qui est cool par contre, ce qui est bien c'est que là il y a plusieurs choses qui rendent la scène vraiment prenante et intéressante. C'est non seulement la musique, c'est la musique, rappelez-vous, qu'on voyait quand Shiryu de la pluie récupérait son sabre et du coup tuait tous les gardes dans Impel Down. Et donc cette même musique est mise quand Dellinger active son pouvoir
d'homme poisson finalement, et quand ses dents sortent de sa mâchoire, qu'il a ses yeux qui commencent à devenir complètement sanguinolents, enfin ses yeux rouges, et enfin putain on a du sang dans One Piece, ça c'est bien, ça faisait longtemps que j'avais pas... Enfin, il y a du sang dans One Piece, hein. Il y a bien sûr il y a du sang, mais là il y avait vraiment, c'était sanguinolent quoi, sur ses dents, c'était cool quoi, putain merde. Donc j'ai vraiment aimé ça. Et par contre j'ai pas compris parce que autant il y a du sang sur les dents de Dillinger, autant il y a rien sur l'épaule d'Hideo. Ils ont pas, je veux dire, bon on a bien vu, il lui a déchiré l'épaule. Au moins faites semblant, je vous demande pas non plus de lui arracher le bras, mais au moins dans l'animation, je sais pas, faites les traces des dents ou je sais pas quoi. Là je sais pas, c'est soit un oubli, soit peut-être ils ont pas voulu faire trop trash, mais c'est probablement ça d'ailleurs. Mais passons, parce que bon, c'est quand même pas ça non plus le point central de l'épisode. Et puis le point central de l'épisode, c'est quand même Cavendish, bordel de merde, donc voilà. Dillinger ensuite contre Akuba. Donc là, ils ont fait un choix très curieux. Au lieu de faire comme la scène entre Sai et Laoji, ou faire vraiment un truc complètement what the fuck avec de la musique puissante, des effets super puissants, du drama, enfin non mais comment je veux dire, voilà, ils ont pas accentué le côté épique de la scène, ils ont accentué le côté glauque de la scène. Et ça c'était bien finalement, c'était une bonne idée. Au début j'ai été surpris, franchement je vous avoue j'ai été surpris. Il n'y a pas de musique, tout est calme, et Akuba agit d'une manière qui franchement je ne pensais pas qu'il avait un tel comportement en fait. Akuba finalement, on remarque que dans cet épisode, il est extrêmement immobile et tout d'un coup extrêmement rapide. Son fonctionnement c'est plutôt, voilà, c'est très bipolaire finalement, comme il est finalement, il est bipolaire. Mais Akuba lui-même dans sa façon d'être, dans sa façon d'agir et de combattre, est très bipolaire. C'est un coup, il est immobile comme ça, et un autre coup c'est... c'est pas vrai, voilà, j'ai tout pété chez moi, formidable, désolé. Donc ouais, bon, vous m'avez compris. Donc voilà, et ensuite on voit vraiment toute la détresse dans le regard de Dillinger, on voit toute la panique, toute l'angoisse, parce que Dillinger, tu vois, bon, on vient de... Techniquement, le combat contre Hideo, c'est une manière de le faire valoir, c'est-à-dire montrer la puissance de Dillinger. Et là, en un coup, c'est un retour à la terre et tellement violent pour Dillinger, parce qu'il arrive, il est en mode « Ouais, je viens de vaincre Hideo, je suis tellement balèze, je suis tellement confiant. » Et là, bim, il arrive au niveau suivant. C'est un peu comme dans un jeu vidéo finalement, il était pas assez skillé ou stuffé pour se faire le prochain boss. Et là, il se fait littéralement, mais one-shotter. Alors ce qui est intéressant, c'est que le one-shot du manga, il est développé dans l'anime. Et ça, c'est bien, parce que dans l'anime, c'est légèrement, voilà, ça m'a laissé un goût amer de voir finalement si peu Akuba. On le voit juste, voilà, faire son coup et c'est terminé. Mais ensuite, dans l'anime, enfin, particulièrement dans l'anime, là, on le voit jouer avec Dillinger. C'est super cool parce qu'il donne un premier coup à Dillinger. Ensuite, on a le temps de voir Dillinger complètement péter une durite. Enfin, il est en train de perdre tous ses moyens. Il se dit, what? Mais attends, il y a tellement un écart énorme entre lui et moi. Et il s'y attendait pas du tout parce qu'il venait d'avoir une victoire assez écrasante contre Hideo. Et donc là, Dillinger est en plein état de panique et Akuba ensuite mais déchaîne l'enfer sur Dillinger, et ça c'est super parce que putain ça fait plaisir. Et alors là c'est un déferlement de coups, et ça on n'avait pas ça dans le manga, et là c'est chouette de voir ça parce que là on se dit voilà, Akuba est vraiment quelqu'un de dangereux et il se fait plaisir sur Dillinger, donc c'est vraiment chouette. Enfin pas pour Dillinger, mais c'est chouette pour nous, le viewer qui aime le sang. D'ailleurs en parlant de sang, il n'y a pas vraiment de sang dans cette scène, mais bon, c'était déjà assez glauque et c'est bien. Donc la musique, encore une fois, était très glauque, très étrange. Et puis aussi, il y a quand même un silence aussi qui est très notable dans cette scène, grand calme, donc c'est vraiment chouette. Ensuite, donc passage... alors bon, Akuba, non, Dillinger se fait défoncer. On sent vraiment d'ailleurs la douleur ensuite quand il a pris les coups. Et ensuite, il y a un passage très drôle entre Bartholoméo et Cavendish, mais je reprochais un peu à ce passage d'être légèrement trop long. C'est vrai, c'est un peu trop long, je me suis dit, bon, quand est-ce qu'on va avancer, quoi. Et ils ont vraiment développé, limite outre mesure, vraiment un peu trop ce passage, mais bon, c'était du filler assez amusant, et pourquoi pas. Donc on voit notamment Bartholoméo qui se rend compte, il est en mode, ha ha ha, tu ne peux pas vaincre ma barrière, ha ha ha. C'est vrai, il rit comme ça en plus, c'est trop drôle. Et là on voit Akuba qui est en mode... Et là il y a Barto qui se rend compte qu'il y a un trou, donc ça c'est super drôle. Et j'aime bien comment il ferme le truc, on dirait une papillote le machin, donc c'est vraiment amusant. Des petits détails encore une fois qui font que One Piece c'est à la fois du très épique et du très drôle, donc c'est chouette. Et donc voilà, Bartholoméo ensuite remarque que Cavendish a pris pour cible Robin, et là on voit enfin pourquoi Robin a réussi à attraper Cavendish finalement.
Parce que c'est vrai, moi quand j'ai lu le manga, je me dis oh putain non, mais sérieusement, on dirait du Fairy Tail là, du style. Non mais alors là, tous les gens qui aiment Fairy Tail vont pas aimer ce que j'ai dit, mais ce que j'ai dit, mais là, je veux dire, c'est vrai, on dirait que voilà, les personnages principaux sont forcément plus forts que les personnages qui semblent pourtant plus forts qu'eux. Et là, Akuba, tout le monde serait d'accord pour dire qu'après cette scène, on a l'impression que Akuba c'est un monstre. Et là, tout d'un coup, bim, retour à la Terre, encore une fois, pour Akuba, cette fois-ci. Akuba, finalement, se fait attraper par Robin. Et on se dit, putain, mais alors Robin, c'est quoi? C'est soit Robin est super dingue, enfin, super forte en termes de vitesse, soit Akuba est lui-même, en fait, légèrement surestimé. Bon, parce que je ne pense pas, hein, Akuba est vraiment quelqu'un de... Enfin, Akuba est vraiment très, extrêmement rapide. Je pense qu'on n'a jamais vu quelqu'un d'aussi rapide, du moins en termes, voilà, de déplacement, c'est vraiment incroyable. Mais Robin, en fait, là, il y a un rappel à une scène qui s'est produite à Alabasta. Et c'était quand Pell avait chargé en forme faucon sur Robin, et Robin avait fait en mode... avait attrapé Pell en vol, et elle avait fait pousser ses bras sur lui, elle l'avait arrêté avant même qu'il ne puisse arriver à sa portée. Et là, c'est exactement ce qui se produit. En fait, Robin, c'est pas une question de rapidité. C'est juste, pour elle, la distance n'a aucun sens. Or, vous êtes bien d'accord avec moi que la rapidité, c'est quoi? Ça sert à quoi? Bah, ça sert à annuler la distance. À faire en sorte que la distance, elle est pas de... Enfin, ça sert pour les réflexes et pour la distance. Mais on voit que, voilà, Akuba, il aime vraiment parcourir de grandes distances, et voilà, et donc... Pour Robin, ça sert à rien, je veux dire, tu pourrais être aller à la vitesse de la lumière que Robin. De toute manière, Robin, elle fait pousser des bras sur toi, donc que tu sois à 300 km ou à 10 mètres, les bras ils seront sur toi, et c'est pour ça qu'elle l'arrête en fait. Donc c'est mieux, parce que ça montre que, voilà, Robin n'est pas super cheaté, c'est juste que son pouvoir était extrêmement, était extrêmement pertinent là pour cette scène, pour ce moment-là, je veux dire, techniquement il n'y avait que Robin pour pouvoir faire ça. Et donc on comprend mieux pourquoi voilà, Akuba, Cavendish s'est fait attraper aussi facilement. Donc je trouve par contre que la dernière musique est vraiment catastrophique, je trouve que ça va pas du tout avec la scène, on dirait une espèce de tango, et ça va pas du tout avec la scène, enfin bref. Mais ça c'est un détail. Donc le bilan, voilà, c'est un bon épisode, plein de fillers drôles et en même temps de choix scénaristiques intéressants, le côté plus glauque de la scène, contrairement à l'épique qui avait été développé dans les scènes avec Ashrudin ou Sai. Et là, il y a un côté beaucoup plus amusant, beaucoup plus glauque, beaucoup plus angoissant. Et donc je terminerai par dire qu'on a vu les petites images qui suivent pour nous présenter le prochain épisode, et j'ai l'impression que là l'animation va être meilleure, elle a l'air vraiment meilleure l'animation. Et donc voilà, et ensuite je pense qu'on aura un excellent épisode, et surtout avec Bartholoméo qui va enfin défoncer Gladius, donc ça va être super chouette. Et donc les gens, je vous dis à la prochaine, et...